parfait, oui. Vous voulez l'enregistrer dans le nuage? Je l'ai enregistré sur mon ordinateur et je l'ai parti, là. Ah, OK. Alors, c'est ça, la parole est à vous. Parfait. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci d'être nombreux en cette journée ensoleillée pour entendre parler des Patriotes. Donc, tout d'abord, bonne année 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur à l'Université du troisième âge à l'UQTR et je suis étudiant au doctorat en études québécoises à l'UQTR à Trois-Rivières. J'ai publié en 2015 un livre sur les Patriotes en Mauricie au centre du Québec. Donc, la majorité des informations que je vais vous transmettre aujourd'hui proviennent de cet ouvrage que vous pouvez encore trouver dans quelques librairies ou sur Internet, parce que mon éditeur me dit récemment que le livre est épuisé. Les 500 copies sont presque tous vendues, donc je suis assez content. Sinon, ben, je voulais remercier mes autres partenaires, Patrimoine Trois-Rivières, la Société Saint-Jean-Baptiste, le Mouvement national des Québécois et les Éditions du Québécois, qui sont mon éditeur à Drummondville. Donc, vous voyez bien mon PowerPoint. Oui. Parfait. La conférence, donc, va être en 3 temps. Tout d'abord, ça va être un portrait général des rébellions patriotes. Deuxièmement, on va voir qu'est-ce qui s'est passé un peu plus en détail dans la région de la Mauricie. Et troisièmement, on va conclure avec une réflexion sur qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces patriotes presque 2 siècles plus tard. Et finalement, ben, je vais vous donner la parole pour répondre à vos questions. Donc, évidemment, si on parle des rébellions patriotes, il faut quand même retourner à l'origine de la fondation de la Nouvelle-France, hein, parce que c'est un pays qu'on avait à défendre, c'est un territoire qu'on a habité, qu'on a politisé. Et tout ça commence avec Jacques Cartier en 1534, qui vient découvrir et nommer le Canada au nom de François Ier, roi de France. Mais finalement, les hivers sont assez rigoureux et donc la colonie est quand même un échec. Et parce qu'en France, il y avait beaucoup de guerres de religion entre les protestants et les catholiques, bien, ça va prendre 60 ans avant que la France s'intéresse de nouveau à la colonisation du Nouveau Monde. Donc, le premier village est fondé en 1600, Tadoussac, par Pierre de Chauvin. Ensuite, il y a Port-Royal qui est fondé en 1604, en Acadie. Et il faut attendre 1608 pour la première ville officielle, Québec, fondée par Samuel de Champlain. Peu de temps après, on va avoir Trois-Rivières en 1634, Montréal en 1642. Et vers 1660, commence vraiment là, à s'établir le premier régime politique au Québec. C'est aussi à cette époque-là que le mot canadien émerge. Donc, le Canadien, c'est l'habitant qui reste au Canada, hein, celui qui ne repart pas pendant l'hiver, donc celui qui habite le Canada à longueur d'année. Et en 1663, Louis XIV va créer le Conseil souverain. Donc, c'est notre première constitution. C'est un conseil d'environ 12 personnes, dont le gouverneur qui s'occupe des affaires extérieures et l'intendant qui s'occupe des affaires internes, des affaires civiles. Et donc, c'est à partir de 1663 que la colonie de la Nouvelle-France va vraiment commencer à s'établir. À cette époque-là, on est 2500 personnes et l'intendant Jean Talon va envoyer les Filles du Roi, le régiment Carignan-Salière. Donc, il y a vraiment une première politique de peuplement qui se met en branle à cette époque. Ici, vous avez une belle, très belle carte de Samuel de Champlain, qui n'était pas seulement un très bon navigateur, mais aussi un excellent cartographe. C'est une carte qu'il a dessinée lui-même et publiée en 1632. On pourrait pratiquement calquer cette carte-là sur les cartes actuelles par GPS. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, Samuel de Champlain a laissé au moins 330 toponymes parmi les noms des lieux de la Nouvelle-France. Donc, la Nouvelle-France a son apogée au 18e siècle. Une date qui est très importante, bien avant la conquête, c'est le traité d'Utrecht en 1713. Donc, déjà là, en 1713, la France va léguer à l'Angleterre l'Acadie et une partie de la baie d'Hudson. Donc, dès 1713, l'Empire britannique met un pied sur le territoire de l'Amérique du Nord et entend bien
prendre de la place. Donc, vous voyez qu'à cette époque, juste avant la conquête, la Nouvelle-France s'étend de la Louisiane jusqu'au Labrador. C'est un territoire qui est habité par 50 à 60 000 personnes, alors que dans les 13 colonies, ils sont déjà 2 millions de personnes. Donc, vous pouvez comprendre que la Nouvelle-France est un grand territoire, peu peuplé et donc difficile à défendre. Et donc, il y a la guerre de 7 ans qui commence en 1755. C'est une guerre européenne. On dit même que c'est la première guerre mondiale parce qu'il y a plusieurs puissances qui vont s'affronter. Et cette guerre européenne, donc, se transporte dans le Nouveau Monde parce que le premier ministre William Pitt a bien compris que la meilleure manière de battre la France, c'est de l'attaquer dans ses colonies. Et donc, c'est pour ça qu'il envoie James Wolfe, donc un jeune âgé dans la vingtaine. Il va aller conquérir Louisbourg d'abord, et puis l'objectif, c'est de prendre Québec, qui a 7000 habitants en 1759. Et il part, James Wolfe arrive avec 30 000 marins et 9000 soldats. Et donc, la fameuse bataille des Plaines d'Abraham et la destruction de Québec qui va être bombardée pendant plusieurs semaines. Et donc, tout ça va mener à la domination britannique. Donc, après la guerre de 7 ans, il y a d'abord le traité de Paris qui est signé en février 1763. Donc, la Nouvelle-France est cédée officiellement à l'Angleterre. Et en octobre 1763, c'est la proclamation royale. Donc, exactement un siècle après la première Constitution. Donc, on vient préciser les termes de l'entente envers les habitants et on impose le serment du test, c'est-à-dire qu'il fallait renier ses principes catholiques pour faire partie de l'administration, pour devenir fonctionnaire, par exemple. Et la langue française disparaît comme langue officielle. Donc, c'est à cette époque qu'est créée la Province of Quebec. Donc, vous voyez que c'est un petit territoire qui est rapetissé, qui est limité à la vallée du Saint-Laurent. Et je rappelle aussi, parce que les mots sont très importants, que le mot province vient de l'usage romain et qui signifie territoire pour les vaincus. Les Anglais prennent le contrôle du commerce et de la sphère économique et de plus, on met fin au système seigneurial. Donc, à partir de la conquête, on ne distribue plus de nouvelles terres aux colons. Ils devront se subdiviser l'héritage par l'intérieur. En octobre 1774, le Congrès américain invite les habitants du Québec à joindre sa rébellion. Donc, pour contrer cette invitation, Londres va proclamer l'Acte de Québec en 1774. Donc, on abolit le serment du test. Le territoire du Québec est considérablement agrandi. Vous pouvez voir que les 5 grands lacs faisaient partie de notre territoire à cette époque. C'est notre 3e constitution et aussi les droits des catholiques sont reconnus. Et ça, c'est vraiment un privilège dans l'Empire britannique à cette époque qui se battait contre tout ce qui était pas papiste. Et donc, en conséquence, les 13 colonies britanniques vont se révolter et vont déclarer leur indépendance 2 ans plus tard. Et ça va être reconnu en 1783 officiellement par l'Angleterre. En 1791, là, cette fois, c'est la Révolution française qui fait peur beaucoup aux Britanniques. Et donc, pour éviter qu'on subisse cette influence, ils vont nous donner le parlementarisme, donc par une nouvelle constitution. C'est la 4e constitution canadienne. Donc, l'acte constitutionnel qui divise le Québec en 2. Le Bas-Canada, c'est nous, et le Haut-Canada, c'est l'Ontario actuel, qui était peuplé principalement de loyalistes. Donc, c'est des gens qui ont quitté les États-Unis après l'indépendance pour rester fidèles à la couronne britannique. Donc, dès 1791, on a un Parlement qui est élu. Donc, ça, c'est une première amenée par les Britanniques. Et donc, au début du 19e siècle, il y a un parti politique qui va se mettre en branle pour défendre les francophones et leurs droits. Donc, on crée le Parti canadien et qui va avoir son propre journal, le Canadien, avec la devise « Nos institutions, notre langue et nos lois ». Hein, c'est quand même assez clair. Le parti dirigé par Pierre Stanislas
Bédard, qui lui-même va subir les foudres du pouvoir. Il sera emprisonné à plusieurs reprises par les autorités britanniques à cause de ses prises de position politiques. Il va même attendre un procès en prison pendant 13 mois, mais finalement, il n'en aura jamais. Et comme plusieurs autres députés du Parti canadien, il sera réélu de sa prison. Donc ici, vous pouvez voir là, sur la carte le Bas-Canada et le Haut-Canada. La terre de Rupert appartient à la compagnie de la baie du Thon et sert principalement à la traite des fourrures. C'est en 1815 que Louis-Joseph Papineau, à peine âgé de 30 ans, qui est le second de Bédard, il devient chef du Parti canadien. C'est le fils de Joseph Papineau, qui a été lui-même député lors de la première législature dans le Parlement du Bas-Canada en 1792. Et donc, le Parti canadien va notamment se battre contre l'union du Bas et du Haut-Canada entre 1820 et 1822. C'est un projet qui est discuté à Londres. Et puis à Montréal, les marchands britanniques, les marchands anglais appuient ce projet-là parce qu'on veut en finir avec la domination du French Power. On veut vraiment assimiler les francophones parce qu'on croyait que ça le serait déjà, mais là, on voit que 50 ans après la conquête, ben, ils ont encore beaucoup de pouvoir. En 1826, le Parti canadien devient officiellement le Parti patriote et ce parti politique va devenir majoritaire assez rapidement au début des années 1830, donc dans le Parlement, l'Assemblée législative du Québec. En 1828, l'Assemblée, justement, envoie à Londres une délégation, 3 membres donc du Parti patriote, John Nilsson, député de Québec, et ses 2 adjoints, Denis Benjamin Vigée, qui est un des cousins de Papineau, et Augustin Cuvillier. Donc, ces 3 députés partent avec une pétition de 87 000 noms et une série de résolutions adoptées par l'Assemblée, par les députés, et ils expriment leur grief donc, pour demander la destitution du gouverneur d'Alousie, qui faisait beaucoup d'actions négatives contre la presse, où ils enfermaient des journalistes ou des penseurs de l'époque. Il y a même certaines sources qui racontent qu'entre 1822 et 1836, il y a 230 des 234 lois adoptées par l'Assemblée législative du Québec qui sont rejetées par le gouverneur. Et comme le gouverneur est nommé par Londres, donc il a un droit de veto sur les élus du peuple. En 1832, c'est la première mention du drapeau des Patriotes, qu'on appelle aussi le tricolore canadien, lorsqu'un groupe de partisans vont accueillir à leur sortie de prison Daniel Tracy et Ludger Duvernay, qui sont emprisonnés depuis quelque temps pour leur opinion. Donc, vous voyez ici sur la gauche le tricolore canadien. Vous pouvez voir que c'est un drapeau républicain, donc c'est un drapeau révolutionnaire, semblable au drapeau italien, français, belge, allemand, et j'en passe. Donc, la question à 1 000 $, que symbolisent les 3 couleurs de ce drapeau révolutionnaire? Est-ce qu'il y en a qui auraient des réponses? Sais-tu, même si je l'ai déjà entendu, le vert, c'est pas l'Irlande. Oui, c'est une bonne piste. C'est Saint-Patrick, ça. Le blanc, là, chez le rouge, c'est la France. Et c'est presque ça. Non. En fait, c'est la même chose que le drapeau français, donc bleu, blanc, rouge. Effectivement, on a remplacé le bleu pour le vert des Irlandais. Parce que les Irlandais étaient catholiques, donc ils se battaient beaucoup contre la couronne britannique. Le blanc est pour représenter les Français et le rouge, ça représente les Anglais. Parce qu'il y avait aussi des Anglais qui étaient républicains et qui se battaient contre les abus de la couronne britannique. Donc, ces deux personnes-là, Tracy et Duvernay, ont passé 35 jours en prison parce qu'ils avaient écrit un éditorial pour dénoncer les agissements du gouverneur colonial britannique. Et en mai 1832, lors d'une élection partielle à Montréal, il y a une émeute qui éclate et ça finit assez mal.
En fait, 3 jours avant l'élection, il y a un coup de fusil qui jette un civil désarmé par terre. Les troupes de Sa Majesté vont tirer sur la foule et ça va mal finir. La campagne électorale dure déjà depuis 23 jours parce que selon la loi de l'époque, le scrutin continue tant qu'il ne s'écoule pas 1 heure sans voteur, du lundi au samedi. Et en plus qu'à cette époque, le vote est à main levée, donc tout le monde peut savoir pour qui vous votez. Donc, vous pouvez imaginer toutes les campagnes de violence ou d'intimidation qu'il y avait contre les opposants. Février 1834, donc les patriotes vont rédiger ensemble un vaste programme de réformes dont l'esprit s'apparente à une déclaration d'indépendance, ce qu'on appelle les 92 résolutions. Elles ont été écrites par Elzéar Bédard, principalement lui, qui était le premier maire de Québec, parce qu'à l'époque aussi, on pouvait être député et maire en même temps. Elles ont été co-rédigées par un autre député de Québec, Augustin Norbert Morin, que vous voyez sur la droite ici. Elles n'ont pas été adoptées à l'unanimité, mais vous pouvez le croire, vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est un vote de 56 voix en faveur contre 23 voix à la veille d'une importante élection. Et l'opposition aux 92 résolutions se regroupait autour de John Nelson, hein, qui, même s'il est un député patriote, il était plus modéré que beaucoup d'autres. Au même printemps, 1834, Ludger Duvernay va fonder l'association Saint-Jean-Baptiste, qui va s'officialiser après les rébellions. Et ce soir-là, donc, il forme avec une soixantaine de Montréalais, Canadiens, Français, Irlandais et États-Uniens, des personnes comme Georges-Étienne Cartier, Louis-Victor Sicotte. Donc, ils fondent une société patriotique ayant comme devise « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ludger Duvernay, qui est président de cette association patriotique, va joindre d'ailleurs des emblèmes officiels, la feuille d'érable et le castor, qui sont des symboles de la nation du Bas-Canada. D'ailleurs, sur la droite, vous avez un des drapeaux de l'époque, drapeau de masquinongé, de deux montagnes, excusez, parce qu'on voit le poisson masquinongé au centre, C pour Canadien et JB pour Jean-Baptiste, qui était pas encore le patron officiel du Québec, mais c'était un nom assez répandu à l'époque dans la population. Et en dessous, vous pouvez voir une feuille, une branche de feuilles d'érable verte. Donc, pour le peuple, c'était quand même rationnel de suivre ces élites dans ces fameuses 92 résolutions qui s'inspiraient déjà de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ou même de la Révolution française. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 92 résolutions? Bien, la laïcité de l'État, hein? On en parle encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque des Patriotes, on demandait la séparation du politique et du religieux et une liberté de croyance pour tous. On demandait aussi des droits pour les Autochtones. On demandait une égalité homme-femme, donc quand même très progressiste pour l'époque. L'obtention d'un gouvernement responsable, ce que Louis-Hippolyte Lafontaine va obtenir seulement en 1848. On demandait l'élection des membres du Conseil législatif, parce que pour l'instant, l'équivalent du Conseil exécutif était encore nommé par Londres. Et on voulait aussi davantage de Canadiens français dans l'administration du pays, parce que les francophones étaient faiblement représentés. On dénonçait aussi la gestion des terres de l'époque qui défavorisait les habitants du pays. Donc, les terres étaient de plus en plus petites, les taxes étaient de plus en plus chères aussi. Puis en plus, il y avait beaucoup de spéculation et la majorité des propriétaires étaient évidemment des Anglais. Donc, ça faisait beaucoup de pression et ça a été une des causes des rébellions. Et même si les 92 résolutions ont été soutenues par une pétition de plus de 80 000 noms, le Parlement de Londres n'était pas en mesure de réagir parce qu'il y a une crise intérieure qui secouait le pouvoir anglais. En 11 mois, il y a 4 ministres responsables des colonies qui se sont succédés. En juin 1834, Ludger Duvernay organise à Montréal le premier banquet pour souligner les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est une tradition qui avait été interrompue depuis la conquête. Hein. Je vous rappelle que la Saint-Jean-Baptiste était une fête, une vieille tradition française, donc une fête ancestrale qui avait été introduite au Canada par les premiers jésuites dès le 17e siècle
Et même à Trois-Rivières, on peut voir dans les archives, donc on fêtait la Saint-Jean dès 1636. Donc même 2 ans après la fondation, c'était déjà une fête populaire. Et donc, Luget-Duvernay voulait fonder une fête pour les Canadiens français pour doter le peuple d'une fête nationale annuelle et de réunir les chefs patriotes dans un lieu de réflexion destiné aux réformistes désireux de discuter de l'état du pays. Les Irlandais s'étaient déjà donné la Saint-Patrick, les Écossais aussi avaient leur propre fête, donc c'est ce qui avait motivé Luget-Duvernay à nous doter d'une fête officielle. Et cette fondation d'une fête nationale va être célébrée jusqu'aux rébellions par la tenue de banquets, de messes, de processions dans les villes et villages du Bas-Canada. Ici, vous pouvez voir une carte des circonscriptions électorales du Bas-Canada en 1834. Et ici, on applique sur cette carte ce modèle de zone découpée en cantons. Donc, vous pouvez voir en blanc, ce sont tous les anciens territoires des seigneuries de la Nouvelle-France, alors qu'en ombragé, en gris, ce sont les zones donc, qui ont été développées après la conquête sous le mode des cantons. Donc, c'est le mode de division des terres des Anglais. Donc, vous pouvez voir que les francophones étaient de plus en plus enserrés par des terres habitées par des loyalistes. Plus précisément, ici, vous pouvez voir que le Québec était divisé en 4 districts. Le district de Montréal, qui allait sur la rive nord et rive sud, le district de Trois-Rivières, qui s'étendait aussi jusqu'à Sherbrooke. Donc, ce district comportait 5 circonscriptions électorales et chacune d'elles avait 2 députés élus. Donc, il y avait 10 députés pour la région du district de Trois-Rivières. C'était massivement des députés patriotes. Ensuite, on a le district de Québec et puis le district de Gaspé, qui était, il faut le dire, un peu moins habité à l'époque. Donc, à l'automne 1834, le Parti patriote, qui est toujours dirigé par Papineau, remporte l'élection haut la main sur son programme électoral que sont les 92 résolutions. Ils obtiennent, et c'est un record dans l'histoire du Québec, là, une majorité de 94 % des votes populaires et donc ils obtiennent 77 des 88 sièges de l'Assemblée législative. Donc déjà là, on peut dire que le Parti patriote et les rébellions qui vont suivre ne sont pas le fait d'une petite élite, d'une minorité ou d'une révolution au sens de quelque chose de marginal, mais bien un mouvement démocratique appuyé par la population. En janvier 1835, les loyalistes de Montréal vont s'assembler en association patriotique et donc les patriotes vont riposter avec leur propre fondation de l'Union patriotique. Et cette année-là aussi, les Canadiens français vont vouloir se doter d'institutions économiques, financières, et Louis-Michel Vigée, entre autres, avec sa famille, vont fonder la première institution bancaire des Canadiens français, la Banque du Peuple. Et en 1836, aussi à Saint-Hyacinthe, il y en a une autre qui est fondée, la Banque canadienne. Donc, on voulait favoriser les Canadiens français qui n'avaient pas vraiment accès aux banques anglaises à Montréal. Donc, ils étaient mis de côté, ils étaient marginalisés économiquement et financièrement. Donc, je vous ai mis en bas ici justement un billet de la Banque du Peuple et on peut voir ici l'effigie de Louis-Joseph Papineau qui apparaît sur ce billet de 5 piastres. Donc, qui sont les patriotes et quelles sont leurs revendications? Bien, les patriotes sont surtout formés de paysans et de sujets britanniques qui sont issus des professions libérales. Donc, c'est des avocats, des médecins, des notaires, des journalistes, des imprimeurs. Et la plupart de ces élites sont élues par le peuple, comme on l'a vu. Ils s'opposent avec vigueur aux grands marchands coloniaux et aux membres de l'establishment politique. Les patriotes revendiquent le droit pour la Chambre d'Assemblée de nommer le Conseil législatif, l'équivalent du Conseil des ministres actuel, au lieu d'être choisi par le gouverneur, qui, lui, est nommé directement par Londres, sans consultation, évidemment. Il faut attendre mars 1837 pour que l'Angleterre réponde enfin
aux 92 résolutions. Et malheureusement, c'est une fin de non-recevoir parce que Londres va répondre par l'entremise de Lord John Russell avec ses 10 résolutions et refuse toutes les 92 résolutions des Patriotes. Donc, dès le mois de mai 1837, le peuple du Bas-Canada va s'assembler dans différentes assemblées patriotiques pendant tout l'été, dans toutes les régions du Québec ou presque, afin de répondre à la crise. Qu'est-ce qu'on fait? Et la plupart vont suggérer de créer un nouveau gouvernement révolutionnaire. Les citoyens vont commencer à nommer leurs propres juges. Ils vont aussi démissionner de la milice coloniale pour s'organiser eux-mêmes. Et la plupart des assemblées patriotiques vont aussi voter pour ce qui malheureusement n'aura pas lieu, mais une assemblée constituante. Donc, c'est des citoyens qui s'assemblent pour écrire la constitution d'une société, d'un État. Et même s'ils avaient voté pour ça, eh bien, à l'automne 1837, la donne va changer. Donc, dès l'été, juste avant de tomber dans les rébellions, bien, les régions participent massivement à cette révolte démocratique, citoyenne et populaire. Et même ici, en Mauricie, à Yamachiche, il y a plus de 5000 personnes qui se réunissent pour adopter des résolutions. Donc, l'Assemblée de Yamachiche accuse la couronne d'aller à l'encontre de l'acte constitutionnel. Hein, donc, on s'appuie sur les lois britanniques pour dire que le gouverneur et les députés anglais vont à l'encontre même de la Constitution anglaise. Et donc, les citoyens approuvent les agissements des élus à la Chambre d'Assemblée. D'ailleurs, vous pouvez voir ici une très belle toile de l'artiste Marc Grandbois qui a été commandée par la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie pour illustrer cette grande assemblée de Yamachiche du 26 juillet 1837. On n'avait pas encore de représentation de cette assemblée et c'est important parce que même si ces assemblées patriotes sont interdites par le gouverneur, eh bien, les citoyens vont outrepasser cette interdiction et cette assemblée est la plus grande malgré les interdictions des assemblées patriotiques. En fait, les causes des rébellions sont nombreuses. Hein? Évidemment, depuis la conquête de 1760, ben, il y a comme un combat politique entre deux peuples, deux nations, le désir des francophones de reprendre le pouvoir perdu. Et donc, les Anglais, de leur côté, vont essayer d'encourager l'immigration massive dans l'espoir de mettre en minorité les Canadiens. Et s'ajoute à cela le changement fréquent de gouverneurs et de ministères, l'absence d'institutions municipales et le manque de représentation du pouvoir dans les milieux ruraux. Donc ça va ça va briser la confiance envers les institutions britanniques. En plus de l'élection violente de mai 1832 qui va tuer 3 civils et il n'y aura aucun coupable de ça. En 1832, il y a une crise du choléra aussi. Seulement cette année-là, 6 000 morts qu'on va avoir au Québec à cause de cette crise qui est mal gérée par les autorités. En 1836, ben, les élus vont commencer à comprendre que la seule façon d'obliger le gouvernement à agir, c'est de bloquer les crédits, donc de bloquer le budget et comme refuser son adoption pour forcer le gouvernement à agir. Ensuite, il y a eu le rejet des 92 résolutions. Il y a aussi une crise économique qui sévit depuis le début des années 1830, qui touche un peu partout dans le monde. Ce n'est pas juste au Québec. Puis il y a quand même une famine qui touche le Québec, mais ce n'est pas une des causes principales, contrairement par exemple à la Révolution française, qui là s'appuie sur la faim, sur la misère du peuple, tandis qu'au Québec, la famine touche surtout la région de Québec, et c'est une des régions qui va être le moins touchée par les rébellions. Il y a aussi le manque de terre. Comme on l'a vu, les seigneuries sont trop populeuses hein, parce que les gens se subdivisent le territoire au lieu de pouvoir aller vers l'extérieur et conquérir de nouvelles terres. Et ça se trouve surtout dans la région de Montréal. Donc, le manque de terre nuit à l'essor catholique et principalement francophone. Et en plus, ben là, l'outrage du gouvernement en détruisant de nombreuses imprimeries, ils emprisonnent des imprimeurs, des écrivains, des poètes, des journalistes
des députés. Donc, ça va alimenter la crise. Et en plus, en novembre 1837, pour essayer de garder le contrôle sur la crise, bien, on va faire des avis de recherche et on va mettre la tête de 26 chefs patriotes, on va mettre un prix sur leur tête pour essayer de garder le contrôle. Puis en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les rébellions de 1837 s'inscrivent dans un mouvement international de républicanisme et d'émergence des nationalismes, ce qu'on va appeler en 1848 le printemps des peuples. Eh bien, donc, il faut comprendre que cette rébellion, c'est notre moment républicain et qui s'inscrit dans un large contexte. Par exemple, la France, hein, qui avait eu sa propre révolution en 1830 et partout en Amérique latine aussi, des pays se détachent de la couronne espagnole et portugaise et partout en Europe aussi, donc des mouvements révolutionnaires qui vont inspirer nos patriotes. Ici, vous avez une très belle image faite par Gilles Laporte qui démontre bien l'origine des chefs patriotes versus les loyaux. Donc, vous pouvez voir qu'il y avait plus de cultivateurs francophones du côté des patriotes. Les entrepreneurs étaient surtout du côté des loyalistes à la couronne, les fonctionnaires aussi, évidemment. Ici, du côté des seigneurs, bien, on peut voir qu'il y a un seul seigneur qui est du côté des patriotes, et c'est Louis-Joseph Papineau, seigneur de Montebello, alors que vous pouvez voir qu'il y a plusieurs seigneurs francophones qui sont du côté loyaliste. Ça, on peut l'expliquer notamment par les clans familiaux, donc les alliances qu'il y a eu après la conquête entre des francophones et des filles britanniques, par exemple. Donc, pour des questions familiales, ben, il y a des seigneurs francophones qui vont refuser de prendre part à la conquête. D'ailleurs, cette image est tirée de l'excellent livre Infographie.Québec que je vous invite à vous procurer. C'est un excellent ouvrage. Donc, avant de passer à la Mauricie, je voulais souligner l'aspect bilingue et multiculturel du mouvement patriote, hein, qui est évident si on regarde la nationalité des chefs. Charles Delangue, c'était un officier français. Il y a des anglophones aussi qui se joignent à cette rébellion, comme les frères Nelson. Il y a des Irlandais, Tracy et O'Callaghan. Amaury Girard, lui, c'est un Suisse. Il y a évidemment plusieurs Canadiens, des élites canadiennes, Chénier, Duvernay, Vigée, Papineau. Thomas Toro Brown, lui, il est né au Nouveau-Brunswick. Puis il y a aussi quelques Autochtones qui vont appuyer la cause des patriotes, notamment sur la rive sud, dans la région de Nicolet. Bref, les patriotes ne sont pas du tout fermés au progrès, ni à leurs voisins, aux idéaux des Lumières, tant la Révolution de 1776 aux États-Unis que la Révolution française de 1789. Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ma conférence que ces rébellions étaient notre Révolution française, parce que, premièrement, c'est un mouvement démocratique qui était appuyé par des emblèmes, par des revendications légitimes, et on va voir quelles sont les conséquences qu'il va avoir. Je fais une petite parenthèse aussi sur le rôle des femmes, hein, qu'on ne parle pas beaucoup quand on pense aux rébellions patriotes. Ben, dès 1833, il y a la fondation du Club des femmes patriotes dans la région de Montréal. Les femmes vont être très utiles, comme ici Marie-Victoire Dumouchel, c'est elle qui va dessiner et tisser le drapeau des combattants de Saint-Eustache. Il y a aussi d'autres femmes qui vont faire des lectures publiques, qui vont organiser des pique-niques politiques. Elles vont aller soigner aussi les prisonniers politiques en prison. Donc, les femmes ont eu un rôle très important. D'ailleurs, Alan Greer, historien, en parle beaucoup. Il dit que les femmes étaient bien actives pendant les rébellions, en plus de fabriquer les habits en étoffe du pays des députés patriotes. Donc, elles ont été très présentes. Mais Greer souligne que l'absence complète et absolue de prisonnières politiques est quand même remarquable. Et il faut quand même dire qu'à l'époque, l'Église faisait davantage de place aux femmes que l'État ou les partis politiques, patriotes compris.
Donc, et ça, ça va durer jusqu'au 20e siècle. Là. C'est pas, ça faisait partie de l'esprit du temps, mais quand même, les femmes ont un rôle dans cette rébellion. Donc, voyons maintenant le cas de Trois-Rivières. Donc, ici, ça, c'est une carte que j'ai faite faire par un ami cartographe. Donc, vous pouvez voir en rouge, ce sont les batailles qui ont été gagnées par les Anglais. En vert, ce sont les batailles qui ont été gagnées par les Patriotes. Et ce qu'il faut savoir, c'est dans le fond que la première rébellion en 1837 était surtout au nord de Montréal, hein, Saint-Eustache, Saint-Benoît, Sainte-Scolastique. Et donc, à cause de cet échec-là, les Patriotes vont se réfugier aux États-Unis. Et dans un deuxième temps, à l'automne 1838, ils vont tenter de revenir pour une deuxième rébellion qui va se situer principalement au sud de Montréal. Donc, ce que je veux souligner, c'est que Trois-Rivières est quand même assez loin des batailles, de l'insurrection en tant que telle, mais ça ne va pas empêcher les citoyens d'y participer. Dans tout le Québec, entre 1834 et 1837, il y a environ 25 000 personnes qui ont pris part à des assemblées patriotiques. En Mauricie, au centre du Québec, il y a des assemblées sympathisantes aux patriotes qui ont lieu à Bécancour, Champlain, Masquinongé, Nicolet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Trois-Rivières et Yamachiche, mais aussi aux limites du territoire, comme à Berthier, Contrecoeur et Deschambault. Ce qu'il faut comprendre sur Trois-Rivières, ben, tout d'abord, c'est que les forges Saint-Maurice ont joué un rôle assez central. Selon l'historien de Pointe-du-Lac, Hervé Biron, les forges Saint-Maurice étaient d'ailleurs une raison supplémentaire pour Londres de garder le Canada au lieu de la Guadeloupe avec ses plantations de canne à sucre. La France, finalement, avait décidé de garder les Antilles simplement parce que c'était plus payant. Le rhum, le tabac, le sucre. Et dès 1812, les forges ont été un lieu de fabrication d'armes pour les Britanniques et il y a même un chantier naval qui va être érigé sur la rive sud. Donc, dès les années 1830 et 1840, Joseph Rémy Vallière de Saint-Réal et un député patriote de Trois-Rivières, René-Joseph Quimbert, ont dirigé ensemble un mouvement pour prôner la révision du bail des forges de Saint-Maurice qui empêchait l'ouverture de nouvelles terres à l'agriculture. Donc, le propriétaire des forges, Mathieu Bell, avait loué à un prix assez dérisoire et cette acquisition donc, de grandes terres vacantes bloquait l'expansion vers le nord dans l'arrière-pays. Et l'administrateur des forges, donc Mathieu Bell, était même accusé personnellement dans une des 92 résolutions, la 34e, on le disait, concessionnaire indûment et illégalement favorisé par l'exécutif dans le bail des forges. Donc, c'est vrai que c'était un prix quand même ridicule qu'il payait, mais quand même, Mathieu Bell va rester pratiquement locataire des forges jusqu'à sa mort. Et M. Bell va aussi lever des milices et des milices de volontaires contre les patriotes, puis même pour éviter que les forces soient prises par les forces patriotes, bien, en janvier 1838, le gouverneur britannique va envoyer un groupe de militaires, une centaine, pour protéger les forges du Saint-Maurice. Dans mon livre sur les patriotes de Trois-Rivières, je me suis posé 3 questions. La première, c'est qui les patriotes d'ailleurs qui ont eu une incidence sur la région trifluvienne ou mauricienne? Bien, tout d'abord, évidemment, Ludger Duvernay, parce qu'il a ouvert en 1817 le premier journal de Trois-Rivières. C'était la Gazette de Trois-Rivières. C'est le premier journal en dehors de Québec et de Montréal. Et Ludger Duvernay lui-même tire ses origines généalogiques de Trois-Rivières. Hein. Il était, je crois qu'il avait des origines avec Jeanne Crevier, l'une des femmes de Pierre Boucher, le gouverneur. Un autre patriote important, c'est René-Joseph Quimbert. Lui, c'est un marchand, médecin et député qui est originaire de Québec.
il va s'installer ici, il devient député patriote. C'est on pourrait dire, un des seconds de Louis-Joseph Papineau. Parce que chez Joseph Quimbert, chez René Joseph, on va organiser plusieurs assemblées patriotes parce que les radicaux de Montréal et les modérés de Québec se rassemblent à Trois-Rivières pour essayer de trouver un compromis. Et en plus, c'est Quimbert qui va être responsable d'organiser des assemblées patriotes, dont la grande assemblée de Yamachiche de juillet 1837. Donc, personnage très important. Un autre, c'est Louis-Joseph Papineau, quand même. On ne peut pas nier son influence sur tout le Québec de l'époque, une influence majeure. Mais lui-même, après les rébellions, va devenir député de Saint-Maurice en 1848, après son retour d'exil politique. Louis-Joseph Papineau, hein, qu'on surnomme l'incorruptible, on aura l'occasion d'y revenir peut-être, et son cousin Denis-Benjamin Vigée, qui lui-même aussi va devenir un député de Trois-Rivières de 1845 à 1847. Et un autre très important, il ne sera pas député, mais quand même, il est originaire de la Mauricie, de Berthier plus précisément, et même du village de Saint-Cuthbert plus précisément. Et je parle de François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier, qui sera un des 12 patriotes pendus. Il sera un membre très influent du Parti patriote. C'est un avocat, un notaire, et il aura une influence surtout dans la région montréalaise, mais quand même, il est originaire de la région. Ici, j'ai mis quelques citations de Louis-Joseph Papineau, dont un discours qu'il avait adressé aux électeurs de Yamachiche. Si l'on est bien convaincu que l'on a pour soi la justice et la vérité, l'on doit aimer son pays assez pour supporter la toute petite mortification d'être un jour en minorité, assez respecter les hommes et leurs raisons communes pour croire que bien vite, ils comprendront où sont la justice et la vérité et qu'elles finiront par prévaloir. Grand démocrate, Papineau, il affirmait aussi que le peuple est donc la seule source légitime du pouvoir politique. Dans mes recherches, j'ai découvert que le fils de Papineau, Amédée, a été de passage dans sa fuite vers les États-Unis. Donc, Amédée Papineau, membre fondateur et influent des Fils de la Liberté, une association patriotique de jeunes patriotes, donc va quitter Saint-Denis pour le district des Trois-Rivières. Et dans son journal d'un fils de la Liberté, il raconte qu'il va passer la nuit dans un hôtel trifluvien avant de se rendre à Saint-Grégoire sous le pseudonyme de Joseph Parent. Puis il se rend à Sheldon, Melbourne et enfin Lennoxville. Une autre chose que j'ai découvert, ici, c'est une image qu'on attribuait à René-Joseph Quimbert. Mais j'ai découvert, en fait, que ce n'est pas sa photo, c'est plutôt une image de son cousin, Timothée Quimbert, un autre médecin et chef patriote, mais de Chambly. Timothée Quimbert est notamment celui qui a enseigné la médecine à Jean-Olivier Chénier. Et donc, voilà, ce portrait officiellement publié dans des ouvrages communs n'est pas celui de René-Joseph Quimbert. Et malheureusement, on n'a pas de portrait de ce député patriote. Une autre piste intéressante, c'est la prison de Trois-Rivières, qui existait déjà à cette époque. Elle a été construite d'après des plans de François Baillarger, un architecte de Québec. Et donc, le centre carcéral de Trois-Rivières a entré officiellement en fonction en 1822 jusqu'en 1986. Et donc, j'ai essayé de voir les archives de la prison, mais malheureusement, les registres de la prison sont manquants, disparus ou simplement détruits pour l'époque qui nous intéresse. Seul le registre de 1827 est conservé et c'est seulement à partir de 1852 que les registres sont plus réguliers ou complets. Mais pourtant, il y a plusieurs patriotes qui ont été séquestrés dans cette prison, notamment le frère de Papineau, André-Augustin Papineau, qui va être enfermé ici en attendant d'être transféré vers Montréal. Donc, même si on n'aura pas la liste complète des patriotes emprisonnés à Trois-Rivières, j'en ai quand même déniché une bonne dizaine. Député Nicolet, Jean-Baptiste Proulx,
Joseph Ovide Rousseau, un autre de Nicolet, avec son beau-frère Jean-Baptiste Hébert, député de la Rive-Sud aussi. Les frères Paco de Batiscan, Alexis Bareil-Dillajoie de Yamachiche, Amable Honoré Badeau et Pierre-Benjamin Badeau, son frère aussi. Célestin Houd, simple cultivateur. Édouard Barnard, député et avocat de Trois-Rivières, qui est arrêté lui aussi pour haute trahison. Joseph Guillaume Barthes, lui, c'est un cas assez spécial. En fait, c'est un poète, un jeune poète, qui est emprisonné parce qu'il a écrit un poème jugé séditieux et qui était intitulé « Aux exilés politiques canadiens ». Et même son éditeur aussi sera également emprisonné. Et il y en a d'autres aussi, Antoine Manceau et Thomas Fortier. Donc, tous ces gens ont été arrêtés pour haute trahison en attente d'un procès qui finalement n'aura jamais lieu. Joseph Guillaume Barthes est quand même très important parce que, en tant que membre de l'Institut canadien, il va être envoyé en France en 1854-55 et il va être responsable, qu'on dit, de la venue de la Capricieuse en 1855. C'est le premier bateau français à venir ici depuis la conquête. Donc, ça va prendre un siècle avant que le Québec puisse rétablir un lien diplomatique avec la France. Et Joseph Guillaume Barthes disait en 1839, « Je n'ai point de défaut dans le cœur qui soit plus fort que l'amour de ma patrie. » Et la troisième question que je me suis posée, c'est qui les patriotes d'ici qui ont eu une implication militante ailleurs? Par exemple, François Caron, lui, c'est un cultivateur député de Saint-Maurice et très, très célèbre par l'entremise du clan Caron de Yamachiche. C'est lui qui a l'honneur de diriger la Grande Assemblée patriote de juillet 1837. Jean-Baptiste Dufresne, lui, c'est un trifluvien d'origine qui a déjà 63 ans en 1837, mais il est encore très actif à l'époque et il va devenir un chef patriote de Belleuil durant les rébellions. Il y a deux autres cas aussi. Je vous ai déjà parlé du juge Joseph Rémy Vallière de Saint-Réal. Lui, il va s'arranger pour faire libérer quelques prisonniers et il va perdre son poste, évidemment. À l'opposé, il y a un autre trifluvien, Charles-Richard Ogden, qui va faire partie du conseil spécial après les rébellions et, dans le fond, va encourager la suspension de la Constitution britannique et va, dans le fond, être de ceux qui vont réprimer le mouvement patriote. Et aujourd'hui, à Trois-Rivières, on a une rue à son nom, on a un ruisseau, on a une île, entre autres, qui porte le nom d'Ogden. Et une autre aussi que je parle beaucoup dans mon livre, la famille Barthes. Donc, je vous ai parlé tantôt de Joseph Guillaume, mais il y a aussi son frère Georges Isidore et sa fille Émilie Barthes aussi, qui va donner naissance à Armand Lavergne, très grand nationaliste au début du 20e siècle, qui va fonder la Ligue nationaliste en 1903, notamment avec Omer Héroux. Et ce dernier est l'instigateur d'une des premières lois québécoises pour défendre la langue française, qu'on a appelée la loi Lavergne, donc au début du 20e siècle. Mais là, je ne peux pas en parler dans cette conférence-ci. Donc, si vous voulez en entendre plus sur Omer Héroux, ben, vous pourrez me réinviter éventuellement et ça va me faire un plaisir parce que j'ai un ouvrage qui va sortir cette année sur Omer Héroux. Donc, ici, sur cette carte de Gilles Laporte, vous voyez bien qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas eu d'affrontement en tant que tel entre les patriotes et les loyaux, mais il y a quand même eu plusieurs assemblées et des réunions et que c'est surtout à Yamachiche qu'on va se réunir parce que Trois-Rivières est quand même assez proche des intérêts britanniques, donc quand même assez proche du pouvoir, très loyaliste. Donc, c'est pour ça qu'on va s'assembler en dehors de la capitale de la région. Et tout va bien se passer à Yamachiche, hein, aucune violence, aucune arrestation, même s'il y avait des milliers de personnes. J'aime beaucoup paraphraser le slogan du 375e de la ville de Trois-Rivières en 2009 pour dire que Trois-Rivières, c'est une ville très sérieuse, très officielle, mais aussi très religieuse. Hein. C'est une ville très conservatrice du côté
politique et religieux, et une ville très militaire. Vous savez que depuis Pierre Boucher, qui avait fondé la première milice au Canada, en Nouvelle-France, donc il y a toujours eu des régiments britanniques ici. Donc, c'est sûrement une des raisons supplémentaires qui fait en sorte que Trois-Rivières ne s'est pas soulevé de manière révolutionnaire. Ce qui n'a pas empêché certains patriotes d'aller à Montréal pour appuyer les patriotes là-bas. Donc, finalement, Trois-Rivières était une ville très autoritaire. Donc, si je résume la Révolution canadienne, hein, parce qu'à l'époque, les patriotes, on l'a vu, se voient, ce sont eux, les Canadiens, ils chantent encore la patrie canadienne. Et donc, je vous ai parlé d'une première rébellion en 1837. Ensuite, les patriotes se réfugient aux États-Unis et sous le président Robert Nelson, qui se déclare président du gouvernement provisoire, ils vont traverser la frontière pour déclarer l'indépendance de la République du Bas-Canada. Malheureusement, ils sont attaqués, ils doivent retraverser la frontière et c'est une date qui a tombé dans l'oubli, malheureusement. Et en automne 1838, donc une deuxième insurrection grâce à l'Association des frères chasseurs. Et il va y avoir plusieurs batailles à Lacolle, au Oldtown, Beauharnois, La Prairie, Terrebonne et Boucherville. Et malheureusement, cette seconde insurrection sera davantage réprimée de manière brutale. D'ailleurs, ça, c'est un extrait de la Déclaration d'indépendance hein, que les patriotes ont faite, nous, au nom du peuple du Bas-Canada. Donc, ils déclaraient dissoute cette alliance avec l'Angleterre, qui ne respectait même pas sa propre constitution. Le bilan des deux campagnes, d'abord, je tiens à préciser que le Haut-Canada, hein, en Ontario, ils ont eu eux aussi leur propre rébellion. Il y a 15 rebelles qui ont été pendus, puis il y a des dizaines d'autres qui vont être déportés dans des colonies pénitentiaires comme en Tasmanie. Et donc, cette rébellion en Ontario avait été menée par William Lyon Mackenzie. Et en plus, ils étaient en contact avec les rebelles du Québec, les patriotes du Parti patriote. Donc, ils avaient même un drapeau hein, qu'on appelle soit le drapeau des frères chasseurs, aussi connu sous la République des deux Canada. Donc, on avait quand même l'idée, on avait un projet d'unir les deux pour déclarer une indépendance commune et bilingue à l'époque. Tandis qu'au Québec, on peut quand même parler de 158 patriotes tués, 142 blessés. Il y a plus de 1000 personnes qui vont être arrêtées, la plupart pour haute trahison envers le gouvernement. Et 1000 personnes, ben, je vous rappelle que c'est 2 fois plus d'arrestations qu'en octobre 70 pour une population qui était 10 fois moins nombreuse. Donc, il va y avoir 14 procès qui vont avoir lieu à Montréal devant une cour martiale unilingue anglaise. Et eux vont déclarer 9 patriotes vont être acquittés. Il y en a un qui va être banni du pays et il va y avoir 99 condamnés à mort. De ce nombre, 8 vont être exilés aux Bermudes, 58 en Australie et il y en a 27 libérés sous caution. Et sur les 99 condamnés à mort, eh bien 12 seront pendus publiquement, dont un député. Et selon mes calculs, les 12 patriotes pendus vont faire 24 nouveaux orphelins. Vous connaissez sans doute ce fabuleux dessin d'Henri Julien hein, qui nous rappelle à notre mémoire cette pendaison devant la prison au pied du courant à Montréal. Je vous ai mis aussi le nom des 12 pendus. Donc, en 3 jours, 21 décembre, 18 janvier et 15 février 1839. Donc, vous pouvez imaginer aujourd'hui, hein, si on pendait publiquement des engagés politiques, dont un député sur la place publique. En conséquence, donc, aux 3 à 5 villages rasés par les autorités et les nombreux patriotes en exil, on peut aussi parler de dizaines de familles mises à la rue, de vols de possession de bétail. Il y a même des cas de viol aussi qu'on peut voir dans les archives judiciaires et ou dans les lettres de Louis-Joseph Papineau, entre autres. Mais il y a aussi d'autres victimes collatérales, par exemple le député de Verchères, Pierre Amiotte, qui décède en janvier 1839 des suites
de son emprisonnement. J'aime beaucoup citer François Mitterrand, ancien président de la France, qui disait « Un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. » D'ailleurs, un peuple sans mémoire est condamné à disparaître. Donc, avant de conclure, on peut se poser la question, que reste-t-il aujourd'hui des patriotes? Tout d'abord, il nous reste la fête nationale du 24 juin. Ça, c'est un héritage qu'on célèbre depuis bientôt 200 ans et qui fait partie donc de l'héritage des patriotes, mais aussi les sociétés Saint-Jean-Baptiste ou ce qu'on appelle là, les sociétés nationales qu'il y a un peu partout. Je crois qu'il y en a 18 ou 19 au Québec. Donc ça fait partie de l'héritage. Mais aussi, il y a l'héritage architectural. C'est-à-dire ici, vous voyez l'église de Saint-Eustache qui a résisté aux coups de canon de l'armée britannique lors d'une bataille qui va faire plus de 74 morts, donc en décembre 1837. Vous voyez d'ailleurs ici la statue de Jean-Olivier Chénier qui est à Montréal, qui est présentement en restauration, et ça fait quelques années déjà qu'on attend qu'on lui redonne une place, sa place sur l'espace public. Il y a aussi quelques artefacts qui ont été sauvés. Par exemple, ici, des artefacts au Château Ramsay de Montréal, que je vous invite vraiment à visiter si vous n'avez pas eu encore l'occasion. Donc, le drapeau des Patriotes de Saint-Eustache ou quelques pièces de la Banque du Peuple, entre autres, ou une ceinture fléchée qui aurait été portée par Chénier. Il y a aussi des œuvres artistiques qui font partie de cet héritage. Donc, entre autres, le caricaturiste et dessinateur Henri Julien, que vous voyez ici au centre, qui a fait cette colonne de la liberté, cette belle peinture de la Chasse-Galerie et qui a fait plusieurs peintures sur les patriotes, dont cette fameuse aquarelle dont il a fait une version couleur en 1904, quelques années avant sa mort. Donc ça, je crois que c'est un des principaux symboles qui nous reste de l'héritage des patriotes et qui a été utilisé, entre autres, pendant la crise d'octobre sur les communiqués du Front de libération du Québec. Entre autres, dans la littérature, Jules Verne, oui, le grand Jules Verne, nous a donné un roman d'aventure publié en 1887, donc exactement 50 ans après la rébellion. Jules Verne raconte Famille sans nom. C'est une famille fictive du Bas-Canada pendant la rébellion de nos patriotes. Donc, si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire cet ouvrage qui est disponible gratuitement sur Internet, je vous encourage vivement. Dans la peinture, cette fabuleuse aussi peinture de Charles Alexander Smith, c'est un tableau qui a été exécuté à Paris en 1890. Elle raconte l'Assemblée des 6 comtés qui s'est tenue en octobre 1837 et qui a rassemblé des milliers de personnes malgré l'interdiction du gouvernement de ces assemblées patriotiques. Et si on parle de Révolution française, eh bien, c'est une des représentations qui nous permet justement d'en parler le plus parce que tout d'abord, on peut voir le tricolore français. On peut voir ici la fameuse colonne de la liberté qui avait été érigée en l'honneur de Papineau par les citoyens et malheureusement qui a été détruite par l'armée britannique. Et au haut de cette colonne de liberté, on ne le voit pas beaucoup, mais je vous le dis, c'est un bonnet phrygien qui est un des symboles aussi de la Révolution française et donc qui confirme que les patriotes, que notre mouvement des patriotes s'inscrit dans un mouvement républicain. Et d'ailleurs, on peut même voir des drapeaux, un drapeau des États-Unis aussi, donc qui appuyait la cause républicaine. Donc, j'arrive bientôt à ma conclusion avant de vous laisser la parole. Vous pouvez voir cette fameuse toile au Musée national des beaux-arts du Québec et je me suis photographié à côté pour vous montrer la gigantesque, la grandeur de cette toile qui, je vous rappelle, ou je vous informe que cette toile, dans le fond, avait été une commande du premier ministre Honoré Mercier, qui était de passage à Paris et qui a fait cette commande
parce qu'il voulait que cette toile orne le salon de l'Assemblée législative. Mais malheureusement, par la suite, c'est un autre gouvernement qui va prendre et il trouvait cette toile beaucoup trop révolutionnaire. Donc, il va cacher cette toile. Elle va rester cachée pendant des dizaines d'années. Donc, heureusement, la toile a été restaurée et elle est accessible aujourd'hui et elle figure comme un monument incroyable de ces moments. Vous pouvez aussi, en fait, la prison du Pied-du-Courant existe toujours à Montréal. Hein, c'est le siège de la SAQ aujourd'hui. La prison en tant que telle n'existe plus. Hein, il n'y a plus de cellules du temps des Patriotes, mais quand même, au sous-sol, il y a un musée qui est dédié aux Patriotes que je vous invite à visiter. Et il y a aussi, on a inauguré tout juste devant la prison ce magnifique monument en l'honneur des Patriotes qui, même s'ils ont été vaincus, auront triomphé dans l'histoire. J'aime beaucoup cette citation de Napoléon Aubin aussi, qui résume l'esprit des Patriotes. Je n'obéis ni ne commande à personne. Je vais où je veux. Je fais ce qui me plaît. Je vis comme je peux et je meurs quand il le faut. Du côté cinématographique, si vous ne les avez pas vus, parce qu'ils sont disponibles gratuitement sur YouTube, ben, les deux films de Michel Brault et Pierre Falardeau, deux films qui parlent de la rébellion des Patriotes, que je vous invite à voir ou à revoir. Quand je serai parti, vous vivrez encore, et 15 février 1839. Il y a aussi le Mouvement national des Québécois, le MNQ, qui, depuis qu'on a adopté en 2003 une journée nationale des Patriotes au mois de mai, eh bien, le MNQ fait des commémorations partout au Québec. D'ailleurs, mon gilet est tiré justement de cette image. Et donc, le MNQ fait du beau travail pour honorer la mémoire des Patriotes. L'UQTR a même des équipes sportives qui portent le nom des Patriotes. Et quand ils ont dévoilé leurs armoiries en 2010, eh bien là, on confirmait que la ceinture portée par les personnages, donc, évoque la clientèle étudiante mixte et justement font référence aux rébellions. Donc, ça aussi, c'est quand même un petit clin d'œil intéressant. Et pour terminer, ben, je vous souligne que la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie a inauguré dans le Parc Victoria, qui est situé au coin de la rue Royale et de la Vérandrie à Trois-Rivières. Donc, on a inauguré une place des Patriotes avec, comme vous voyez ici, là, quelques monuments. On a mis aussi quelques panneaux dont j'ai été co-rédacteur. En fait, l'objectif de départ était de changer le nom du parc pour le Parc des Patriotes, mais on n'a pas réussi. Le comité de toponymie s'est opposé, donc on a réussi à inaugurer une place des Patriotes. Donc, si vous passez par Trois-Rivières, je vous invite vraiment à aller lire les 3 panneaux qu'on a mis en place. Je vous ai mis quelques suggestions de lecture aussi. Là. Il y en a beaucoup, que ce soit Gilles Laporte, qui est vraiment le spécialiste au Québec des rébellions patriotes, ou Georges Aubin, Jonathan Lemire aussi, là, qui ont fait du très beau travail. Il y a même un dictionnaire des patriotes aussi là, d'Alain Messier, si vous voulez en savoir davantage. Donc, je vous ai mis d'autres sources et ma bibliographie. Et donc, voilà, c'est pourquoi il faut honorer la mémoire des patriotes, même presque 2 siècles plus tard, parce que les actions du Parti patriote ont été à l'origine de nos institutions démocratiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, et parce qu'ils défendaient des valeurs qu'on défend encore aujourd'hui, hein, comme la représentativité de la population, la laïcité, l'achat local, la liberté de presse, la liberté de croyance. Donc, des valeurs qu'on défend encore aujourd'hui. Et voilà pourquoi on doit en défendre la mémoire. Donc, merci de votre écoute et je suis disponible pour vos questions. Vous pouvez ouvrir vos micros pour poser des questions, ne vous gênez pas.
Quelque chose, hein? Wow, bravo. Ouais, ben, OK, je vais casser la glace. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qui s'est passé dans les années 70, comme si l'histoire se répétait sans qu'il soit exactement pareil, mais le fond de l'histoire est la même. Oui, tu veux parler du Front de libération du Québec? Oui, c'est à l'époque, il y avait Père Trudeau qui avait donc voulu casser les Canadiens français, les francophones du Québec. Parce que je pense qu'ils trouvaient qu'on commençait à être trop revendicateurs là, de notre liberté. Oui, et même avant Trudeau père, parce que le FLQ a été fondé en 1963, alors que Trudeau arrive au pouvoir seulement comme premier ministre en 68. On peut faire le lien aussi avec un mouvement international. Hein? Le FLQ s'inscrivait dans un mouvement de libération, que ce soit la Palestine, l'Algérie à l'époque. Hein? Les années 60 ont été très effervescentes dans la libération politique partout dans le monde. Donc, le FLQ, comme les Patriotes, étaient inscrits dans un mouvement international. Il faut aussi préciser que le FLQ était plus socialiste. Donc, le FLQ faisait comme une adéquation là, entre l'indépendance et le socialisme. Donc, c'était un indépendantisme de gauche. Mais quand même, oui, on peut faire des liens en disant que c'était pour défendre, pour l'affirmation d'un État francophone. Ça, c'était clair, c'était le but à l'époque. Et c'est sûr que les moyens n'ont pas été les mêmes, mais la finalité était celui de défendre l'autorité, comment dire, l'autodétermination des peuples, qui est un principe très important défendu de manière universelle. Et donc, oui, il y a des liens à faire entre les deux. Et sortir les francophones de sa pauvreté. effectivement, et aussi en ce sens-là, la commission Laurando-Dunton, hein, en 1965, dans son rapport, dit que sur les 14 groupes ethniques au Québec, les Canadiens français étaient au 12e rang, tout juste devant les Italiens et les Autochtones. Donc, même si on avait une société démocratique, on était encore comme des citoyens de seconde zone dans notre propre pays. Même encore dans les années 1960. Donc, évidemment, la Révolution tranquille est venue donner un coup de barre dans ce désir de s'autodéterminer, dans ce désir d'avoir une société francophone qui était capable de s'autogérer. Et donc, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de liens à faire entre les deux époques. En plus que le FLQ a utilisé les symboles des patriotes justement pour se revendiquer de cet héritage de libération politique et un mouvement démocratique en plus. Puis c'est pas aussi pendant quand ils ont fusionné le Haut et le Bas-Canada, dans le fond, c'était pour assimiler les Canadiens français à l'époque. Effectivement, j'en ai pas parlé beaucoup, mais en 1840, en fait, en 1839, c'est le rapport de Lord Durham qui vient ici justement pour faire son rapport à Londres. Lui, Lord Durham, voit vraiment une guerre entre deux nations, entre deux peuples, les Anglais et les Français. Donc, déjà là, on voit que c'est pas nécessairement une guerre de langue, c'est vraiment une guerre de mentalité, une guerre de nationalité. Et une des recommandations de Lord Durham, c'était d'unir le Bas et le Haut-Canada, ce qu'on va faire en 1840 et qui va être confirmé par la Confédération de 1867 dans un désir justement d'assimiler la partie francophone. Et même Lord Durham lui-même disait que il voulait assimiler les Français pour les sauver de leur culture pauvre. Hein. Il nous traitait de peuple sans histoire et sans littérature, ce qui était absolument grotesque et mensonger. Mais quand même, on aura fait mentir Lord Durham parce que encore aujourd'hui, on parle français et que la culture québécoise existe et qu'elle rayonne internationalement. Donc, l'assimilation francophone a été un échec,
mais on fait toujours partie d'un régime confédératif qui porte mal son nom, hein, parce qu'on n'est pas une confédération, on est une fédération canadienne, parce qu'on a perdu notre possibilité d'avoir une action diplomatique. Dans le fond, la différence, c'est que dans une fédération, il y a un gouvernement centralisateur qui décide de tout et qui est le seul autorisé à contacter avec les autres nations, alors que dans une véritable confédération, comme en Suisse ou en Belgique, ben, chaque nation peut établir des relations diplomatiques avec les autres nations du monde. Tu ne trouves pas ça contradictoire qu'en ce moment, tout l'Ouest canadien est traite de raciste? Alors que depuis que le Canada existe, les Britanniques, Anglais, cherchent à nous assimiler, à nous effacer notre culture. C'est incroyable, non? Oui, ben le Québec bashing a presque toujours existé, là. C'est ce qu'il faut comprendre. Puis s'il faudrait répondre à l'Ouest canadien, ben, on pourrait leur rappeler la façon qu'ils ont traité les Métis, hein, et les Louriel qui défendaient un peuple qui voulait juste vivre avec les autres, et qui a été pendu. Donc, Louriel, chef des Métis. On pourrait aussi leur rappeler de la manière qu'ils ont traité les Autochtones. Hein? La loi sur les Indiens est une loi fédérale qui a été instaurée par John A. Macdonald en 1876 avec les pensionnats et tout ce qui va s'en suivre. Donc, je ne pense pas qu'on ait de leçons à recevoir de l'Ouest canadien. S'il y a bien une société ouverte et qui a intégré ces minorités, c'est bien le Québec. Donc, je n'embarquerai pas trop dans le Québec bashing parce que ça existait de tout temps et que quand on relit l'histoire de l'orangisme et l'histoire du Ku Klux Klan canadien qui a déjà existé et peut-être qui existe encore, eh bien, les orangistes se battaient non seulement contre les francophones, mais précisément contre les francophones parce qu'ils étaient des catholiques. Donc, c'est raciste aussi par rapport aux Noirs. Ben, le Ku Klux Klan était justement contre les Afro-Américains, mais ils étaient aussi contre les francophones qu'ils mettaient sur un même pied d'égalité que les esclaves, carrément. Hein. Vous savez qu'on était ce qu'on appelait du cheap labor et qu'il y a 1 million de personnes qui ont quitté le Québec entre 1840 et 1960 pour aller travailler dans les industries textiles de la Nouvelle-Angleterre. Donc, on quittait le Québec parce que justement, la situation ici était tellement non favorable à notre développement qu'un million de personnes ont essayé d'aller voir ailleurs si c'était mieux. Mais malheureusement, ils ont été soit minorisés, assimilés ou complètement ignorés. Donc, ils n'ont pas pu trouver le paradis perdu. Et quand même, si l'Ouest canadien s'entête à dire que le Québec est une société repliée sur elle-même, ben, on pourrait leur rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant très longtemps, les Chinois et les Japonais aussi n'avaient pas le droit d'obtenir la citoyenneté canadienne simplement parce qu'ils étaient des Chinois ou des Japonais. Et ça va durer assez longtemps. Mais là, on est un peu loin des patriotes. Donc, si vous avez des questions plus précises sur les rébellions. Moi, mon nom est Pierre Clouat. J'ai une question à vous. J'ai lu en quelque part que les juges, au moment de juger les patriotes, étaient de jeunes lieutenants et capitaines de l'armée britannique. Quand je dis jeunes, je dis autour de 20 à 25 ans ou quelque chose dans le genre. Et que pendant qu'ils entendaient les plaidoyers, on jouait au pendu pour montrer quelle
quelle importance on donnait à la vie des gens qu'on était en train de juger. Tout à fait. Vous soulevez une très bonne question. Quand les rébellions ont commencé, dans le fond, on a suspendu la Constitution britannique. Et déjà là, en partant, donc, on mettait fin à l'habeas corpus, c'est-à-dire le droit pour un prisonnier de passer devant un juge pour savoir pourquoi il était emprisonné. Donc, déjà là, on les privait de l'habeas corpus, qui fait partie de la tradition britannique depuis très longtemps. Deuxièmement, vous avez raison de souligner que le jury était unilingue anglophone Oui. à 100%. Puis en plus, c'était pas une cour comme on la connaît, une cour judiciaire normale, c'était un jury militaire, hein? C'était une cour martiale. Donc, les prisonniers patriotes n'ont pas eu accès à des avocats. Il y a seulement 2 personnes qui ont été autorisées à défendre les patriotes, qui ont été nommées par le gouvernement britannique. Et ces deux avocats-là, dans le fond, ils étaient figurants dans une pièce dont la conclusion était déjà écrite. Le gouvernement britannique tenait à faire des exemples. Ils en ont pendu 12, mais il y a eu 99 condamnés à mort. Donc, c'est-à-dire qu'ils auraient bien voulu en pendre davantage. Et donc, oui, il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part des jurys qui étaient souvent donc unilingues anglophones et qui ne comprenaient à peu près rien de la défense des patriotes qui étaient francophones. Donc déjà là, il y a plusieurs morceaux à cet épisode judiciaire qui ferait rougir de colère bien des juristes parce qu'on a, dans le fond, on a renié le droit démocratique des patriotes de se défendre eux-mêmes et de défendre leur cause, qui était appuyée de manière démocratique par la population en plus. Je n'ai pas davantage de détails ou de noms à vous suggérer là, à propos des cours martiales, mais je sais qu'un des 2 avocats s'appelait Drummond. Je crois que c'est Thomas Drummond qui était un des 2 avocats chargés de défendre les patriotes et lui-même dénonçait, dans le fond, cette cour pratiquement déjà qui penchait du même côté, hein, comme on pourrait dire. Déjà comme la tour de Pise, d'ailleurs. Exactement. Donc, voilà, la cour judiciaire était déjà viciée à son départ. Puis en plus, qu'on empêchait les patriotes de se défendre ou d'avoir accès à leur famille, puis on les gardait en prison dans des conditions vraiment là, inhumaines. Tout ça faisait partie du processus britannique pour tenter de casser le mouvement. Et c'est une des raisons pourquoi Papineau aussi a dû s'exiler, parce qu'il savait bien que s'il restait ici et qu'il se faisait prendre, ben, il aurait été un des premiers à passer à la trappe. Donc les patriotes n'ont pas passé devant une cour régulière, mais bien une cour martiale. Exactement, à Montréal. Pendant 3 mois. Il y a eu 14 procès devant la cour martiale à Montréal. No. Il y a eu 14 procès, mais 99 condamnations. Est-ce que c'était des procès de groupe? Oui, exactement, des procès collectifs. Et puis, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ces 99 personnes-là n'ont pas été pendues? Là? Il y en a comment 12 qui ont été pendues? Oui, 12, dont un député, comme j'ai souligné auparavant. Et donc, la colère était quand même assez grande. C'était plus que de la tristesse là, parmi la population hein, qu'on agisse aussi rapidement, aussi drastiquement par une autorité qui se disait à l'époque la plus grande puissance mondiale. Donc, les autorités
sont pas allés plus loin dans leurs actions parce qu'ils voulaient éviter que le peuple prenne les armes à nouveau. Donc, pour essayer de ne pas donner d'arguments supplémentaires à la population, de briser le petit lien de confiance qu'il y avait entre les autorités britanniques et la population du Bas-Canada. Donc, et c'est pour ça aussi que les Britanniques ont collaboré avec les élites religieuses qui, de leur côté, ont tenté de calmer le jeu en interdisant à la population de prendre les armes et par l'entremise du clergé aussi, là, en excommuniant les patriotes qui prenaient les armes. Donc, la pression religieuse a été très importante à l'époque pour empêcher les patriotes d'aller plus loin dans leur détermination et aussi parce que l'Église ne voulait pas perdre ses privilèges. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est mise du côté des autorités parce que selon l'Église catholique, ben, peu importe qui détient les règnes de l'autorité, il ne faut pas se rebeller, il faut respecter l'autorité en place, qu'elle soit française ou anglaise. Donc, ça a pesé beaucoup dans la balance à l'époque pour calmer le jeu. Donc, 12 patriotes pendus en un mois. Donc, c'était quand même beaucoup. Et donc, même en Angleterre, il y avait beaucoup comment dire, des progressistes qui attaquaient Londres sur ses propres décisions. Donc, il y a des gens qui nous ont défendus là-bas aussi pour dire, ben là, allez pas plus loin. Faut essayer de garder un semblant de, comment dire, j'allais dire du pacifisme, mais c'est pas du pacifisme. Donc, ils ont commué les peines en exil. Donc, c'était plus facile pour eux. Et il faut attendre 1845 pour avoir une amnistie générale de la part des autorités envers les patriotes qui ont été exilés en Australie, principalement. Donc, après 1845, les patriotes sont autorisés à revenir au pays, mais évidemment, de leurs propres moyens. Et c'est eux qui devaient payer le bateau de retour, finalement. Oui, bonjour. Vous parlez d'amnistie en 1845, oui. Mais il y a eu l'incendie du Parlement de Montréal quelques années plus tard. Oui. Justement à cause de cette amnistie-là, je crois. Oui. En fait, je vous ai dit qu'il y a eu une rébellion dans le Haut-Canada, dans l'Ontario. Donc, eux ont adopté une loi pour indemniser toutes les personnes qui avaient perdu des propriétés pendant leur rébellion. Donc, ici, on a voulu faire la même chose sous l'influence de Louis-Hippolyte Lafontaine, qui était co-premier ministre du Canada uni. Et donc, effectivement, en avril 1849, donc, il y a une loi qui est votée, qui est soumise. Le gouverneur Elgin est favorable à cette loi, mais les loyalistes, les marchands britanniques, tous ceux qui s'étaient opposés aux patriotes, se sont rebellés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on indemnise des gens qui avaient mené l'insurrection quelques années plus tôt. Donc, ça a mené justement à l'incendie du Parlement du Canada uni, qui était situé à Montréal à l'époque. Donc, Montréal était la capitale du Canada en 1849. Et le jour même de l'adoption de cette loi d'indemnisation, qui était totalement normale, il y a des fermes, il y a des bâtiments par centaines qui ont été brûlés. Et donc, les citoyens avaient le droit d'être indemnisés par les exactions des loyalistes ou des autorités britanniques. Et donc, ça n'a pas passé. Vous avez raison de dire donc que le Parlement a été brûlé, pas nécessairement à cause de l'amnistie, mais bien à cause de cette loi d'indemnisation des victimes des rébellions.
Et malheureusement, donc le Parlement a brûlé en à peine 45 minutes parce qu'il y a eu du sabotage de la part principalement des anglophones, il faut dire. Ils ont saboté les lances des pompiers, première chose. Et deuxième chose, donc, c'était volontaire, dans le fond, de mettre le feu au Parlement et d'effacer un peu la mémoire du Québec, parce que malheureusement, la bibliothèque de ce Parlement contenait 25 000 livres. C'était une des plus grandes bibliothèques à l'époque en Amérique du Nord. C'était une bonne partie des archives de la Nouvelle-France qui, malheureusement, sont parties en fumée. Récemment, le musée de Pointe-à-Calière à Montréal a réussi à retrouver les ruines de ce Parlement. Ils ont trouvé des milliers d'objets et d'artefacts et je sais qu'ils travaillent sur un projet de revalorisation de ces ruines archéologiques. Donc ça, on verra quand ça va pouvoir voir le jour. Mais effectivement, c'est un événement occulté de notre histoire que l'incendie du Parlement de Montréal en avril 1849. Donc, merci de votre question. Ça me permet de placer quelques mots là-dessus. Et c'est un autre épisode très triste, tragique de notre histoire qui, même 10 ans après les rébellions, venait encore mettre un clou de plus sur le cercueil du patriotisme canadien-français. Oui, puis j'ai lu dans un journal il n'y a pas longtemps que c'est un monsieur, un pompier, il l'appelle les pompiers pyromanes, c'est un monsieur Alfred Perry. Puis il y aurait une aile dans un hôpital à Montréal en son nom. C'est un petit peu scandaleux, cette histoire-là. Oui, effectivement, on connaît le nom de la personne qui a mis qui a mis le feu au Parlement. Alfred Perry. Puis, si je cherche là, dans quel hôpital? Ça, je ne le savais pas là, pour l'aile en son honneur. À Montréal la semaine passée. Je vais te le trouver, Encore aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps, c'est juste depuis 2003 qu'on a remplacé la fête de la Reine Victoria par la Journée nationale des Patriotes. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour la revalorisation de la mémoire collective et la toponymie ou justement les endroits qui sont dédiés à des personnages historiques doivent peut-être être mise à jour, comme on a vu la statue de John A. Macdonald qui a été décapité cet été par des militants de gauche. On peut être pour ou contre cette mesure, mais il y avait des raisons derrière cette action. Et il faut aussi dire qu'ils ne se sont pas juste contentés de brûler le Parlement, mais ils sont aussi allés mettre le feu à la maison de Louis-Hippolyte Lafontaine, puis ils ont lancé des roches à la maison de Louis-Joseph Papineau aussi. Donc, c'était une révolte là, quand même assez généralisée et on peut dire que c'est un abus supplémentaire là, contre la population francophone de l'époque qui ne méritait vraiment pas toutes ces exactions. Il y a un pavillon à l'hôpital Douglas de Verdun qui a un pavillon à son nom, à lui, le pyromane Alfred Perry, qui même s'en est vanté qu'il avait mis le feu. Lui-même s'en est vanté qu'il avait mis le feu dans le Parlement à Montréal. C'est spécial, pareil. Tout à fait. Là, on ne peut pas démolir le pavillon, par exemple. contrairement à la statue de Douglas MacDonald. Hein? C'est de là l'importance aussi là,
des noms dans la place publique, là. Moi, je ne suis pas nécessairement pour débaptiser ou enlever des statues, quoiqu'en Allemagne, il existe un musée pour les statues qu'on a retirées de l'espace public, puis on explique pourquoi on les a retirées. Donc ça serait peut-être un exemple à suivre. Ou à l'opposé, d'apposer une plaque supplémentaire à côté justement de monuments controversés pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. C'est ce qu'on a fait dans le parc Victoria à Trois-Rivières. Donc, on a fait une petite place sur notre panneau pour expliquer que la reine Victoria était justement reine, elle avait 18 ans en 1837, elle venait tout juste d'être nommée. Donc, je ne pense pas que ce soit elle qui soit responsable directement de tout ce qui s'est passé ici. Elle a été mal conseillée ou le premier ministre de l'époque prenait plus de place que la jeune reine. Mais quand même, on a expliqué que la reine Victoria n'est jamais venue au Québec. On l'a invitée une fois, puis elle s'est contentée d'envoyer son fils. Donc, pour nous, on avait toutes les raisons de croire qu'on était légitime de renommer ce parc à Trois-Rivières, vu qu'elle n'avait pas vraiment fait quelque chose de positif envers nous. D'ailleurs, c'est la reine Victoria aussi qui va faire de Ottawa la capitale du Canada, du Nouveau-Canada, alors qu'avant, c'était entre Montréal, Kingston et Québec que la capitale se déplaçait. Donc, c'est ça, on a fait quelques clins d'œil à cette reine. Et donc, je suis très content qu'en mai, on va fêter la Journée nationale des patriotes. Donc, dans ce sens-là, on a encore beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions à mettre pour valoriser leur mémoire. Quoi? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez peut-être cesser le partage, M. Veilleux? Oui. Peut-être juste pour terminer, peut-être juste un petit dernier. Oui. Juste à droite, là, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez vous procurer mon ouvrage publié aux Éditions du Québécois en 2015. C'est un livre de 300 pages qui se vend 25 $. Il en reste quelques copies dans certaines librairies où vous pouvez l'obtenir en ligne. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, qui voudraient en savoir davantage, dépêchez-vous avant qu'il n'en reste plus. Et voilà. Merci, Jean-François. Moi, je dois vous quitter. Salut.